Selon vous, quel est le plus grand obstacle auquel la plupart des gens sont confrontés dans ce type de parcours? Honnêtement, c'est qu'ils ont une mentalité de victime. C'est trop difficile. La vie n'est pas juste. Ces choses dans la vie ne sont pas faciles pour moi. Tu regardes à ta gauche, tu regardes à ta droite, et tu commences à te juger par rapport aux autres. Par exemple, si tu es une femme, tu penses, elle est mince, et ne s'entraîne pas autant que moi. Cela commence à corrompre ton esprit. Tu commences à trop regarder les autres, et ce qu'ils font, et ça commence à corrompre ton propre dialogue intérieur. Nous nous jugeons par rapport à trop de personnes. Il faut se juger par rapport à soi-même. C'est ce que j'apprends, mec. Ce n'est pas une compétition avec Rich Roll. C'est une course uniquement entre David Goggins et lui-même. Et une fois que tu peux faire taire toutes ces conneries, toutes les interférences extérieures et les choses qui attirent ton esprit partout, tu peux alors commencer à grandir et à réaliser que je suis stressé pour rien. C'est ma propre petite course, c'est ma propre ligne du temps. C'était important pour moi de finalement réaliser qu'il fallait arrêter d'être toutes ces fausses personnes que j'étais avant. Arrêter d'avoir peur. Il n'y a pas eu de croissance jusqu'à ce que je me réduise à rien. À la personne que j'étais vraiment. Au véritable être humain. Après avoir découvert qui j'étais, j'ai commencé à grandir. J'essayais de construire sur une base mensongère et complètement foutue. On ne construit pas une maison sur des fondations pourries. J'ai donc dû atteindre l'essence de qui j'étais, et c'est là qu'on peut vraiment grandir. Et quel rôle la souffrance joue-t-elle là-dedans, ou la volonté de souffrir? Ça commence à enlever toutes ces couches artificielles. Si tu es prêt à souffrir encore, et à retourner dans la difficulté. Ce dialogue interne que tu as avec toi-même quand tu es dans la misère et l'inconfort, c'est un vrai dialogue, effrayant, sans filtre, sans mensonge, entre toi et toi-même. Et les gens savent exactement de quoi je parle quand tu es dans une mauvaise passe dans la vie et que ton esprit te dit toutes sortes de conneries. C'est là que tu découvres qui tu es vraiment. Voilà ton vrai toi. Pas de moment Rocky Balboa dans ta tête, pas de 14e round, juste on y va. On va y arriver. Non, plutôt, j'en ai marre, je me casse. C'est là que la progression se fait. Quand tu arrives à l'ectomosis à rester dans ce moment-là et à te parler à toi-même, à te convaincre de retourner dans la galère que tu es en train de traverser, tu retires ces couches progressivement. En retirant ces couches, tu formes des callosités sur toutes ces merdes dans ton esprit. C'est là que la croissance commence, c'est quand tu dois te forcer à rester dedans. Tu ne peux pas t'en échapper. Je ne pense pas assez aux personnes qui m'ont fait du tort ou aux situations qui m'ont fait du tort. Parce qu'une fois que tu es arrivé à un point où tu es vraiment heureux de qui tu es dans la vie, plus personne ne te fait chier. Même s'ils essaient de te faire chier, ça ne t'atteint pas. Tu sais, avant, tout me blessait tellement dans l'armée. Et si quelqu'un fait ou dit quelque chose, je me dis, mec, j'ai surmonté tellement de merde. Je suis vraiment dans un bon état d'esprit en ce moment. Il m'appartient. Beaucoup de gens contrôlent l'état d'esprit des autres. Maintenant, je contrôle le mien. Qu'est-ce que tu veux dire, Ona? Genre, ils sont juste obsédés parce que les autres pensent d'eux et se font plein de films dans leur tête. C'est ça. Ils se préoccupent de plus de ce que les autres pensent d'eux, que de ce qu'ils ressentent vraiment pour eux-mêmes. Donc beaucoup de gens louent leur cerveau et leur esprit à plein de connards dans le monde. Je paye le loyer pour mes propres affaires. J'ai mis un acompte de souris dessus et je paye tous les jours dans mon propre cerveau. Donc tu ne contrôles plus cette merde, mec. J'ai compris. Alors, raconte-moi une journée typique. À quoi ça ressemble en ce moment? Eh bien, je veux dire, ça doit être dingue. Chaque matin, je me lève et fais mon jogging. Comment structures-tu l'entraînement? L'entraînement est essentiellement structuré en fonction de mon emploi du temps. Donc regarde mon emploi du temps. Et je dis, d'accord Jennifer, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a ça à 7h du matin. Bien reçu. Ça veut dire que je dois être debout à 4h du matin pour aller courir. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que tout mon bordel fonctionne. Donc elle établit le planning des événements. Tu viens juste de le dire 2 heures plus tôt. Elle dit qu'il faut 1 heure pour aller chez Rich Rolls, même sans circulation, en partant à 7h. D'accord, bloquons 1h15 pour Rich Roll. D'accord, c'est noté.
Ce matin, je vais courir 7 miles. J'ai besoin de 52 minutes 30 pour ça. Bien reçu, ajoute la toilette, la douche et le rasage, ajoute ça aussi. Donc c'est le planning qui décide, mais j'ai tout mon temps. Donc tu repousses simplement, c'est ça. Ça veut dire se lever à 1h30. Fais-moi confiance. Bien reçu. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Tu dors combien d'heures, en général? J'aime dormir 7 à 8 heures. Aujourd'hui, je peux le faire. Mais parfois, l'emploi du temps dit « Hé, mec, tu n'auras que 3 heures. » Et si c'est le cas, joyeux Noël. Mais tu sais quoi? En ce moment, c'est facile d'être heureux. C'est facile de sourire. Ce sont les bons moments. Les bons moments. Ces moments-là ne nécessitent pas d'entraînement. Je n'ai pas besoin de m'y préparer. Et la plupart des gens non plus. Je veux vous faire ressentir la misère que nous connaissons parfois dans la vie. Ces moments sur lesquels on préfère se taire. On veut passer directement à la paix. On veut sauter toute cette douleur, cette souffrance et cette misère de la vraie vie. Couvrons tout avec une grande couverture et cherchons la paix. Non. Désolé. Ce n'est pas possible. Je dois plonger dans cet enfer de ta vie qui t'a bousillé et le réparer. Et c'est pour ça que je suis là. Tu dois mener une guerre intérieure pour trouver la paix. C'est ce que je dis dans le livre. C'est ce que tu dis dans le livre? Tu dois mener une guerre intérieure pour trouver la paix. J'essaie donc de te donner des outils pour cela. Je ne parle pas seulement de sourire et d'être heureux. C'est un vrai parcours difficile. Ce sera fou. Voilà pourquoi je pense à la motivation, qui n'est aucune étincelle. Mais ces étincelles, si quelqu'un passe vite avec de l'eau, le feu s'éteint. Il est mort. Mais si tu passes, et que ce petit feu, personne ne le touche, et ce petit feu, qui est la motivation, qui est ça, l'amadou, et cet amadou grandit, et ils appellent ça des combustibles d'1 heure, de 2 heures, de 10 heures, de 10 000 heures. Tu veux que ce feu déborde et attrape une belle grosse bûche. Ça va brûler longtemps. Et cette grosse bûche commence à tout enflammer. Ça, c'est ton âme. La motivation, souvent, s'éteint, comme si on y jetait de l'eau. Cette motivation doit devenir volonté, passion, obsession pour ce que tu veux être. Et une fois que tu deviens obsédé ou animé, c'est un putain d'enfer. Alors maintenant, tu dois appeler plein de pompiers, demander de l'aide ici, demander de l'aide là-bas. Et ils n'arrivent pas à éteindre ce feu. Seule cette chose peut l'arrêter. Elle doit se consumer d'elle-même. Mais l'obsession vient de soi-même. Tu ne peux pas forcer quelqu'un d'autre à devenir obsédé. Pas du tout. Ça doit, tu sais, être quelque chose qui se cultive, tout au fond de toi, très profondément. Très profondément. Et la plupart? Les gens ne savent jamais ce que c'est d'être obsédé. Et je pense qu'on met une étiquette négative. On va parler d'obsession. Oh, il est obsédé. Non, bah pour moi, c'est carrément... C'est un compliment. C'est un compliment, mec. Être... Souvent, ça peut te détruire, ruiner ta vie. Tu peux devenir obsédé. Mais je vais te dire une chose. Si tu veux être grand, si tu veux être le meilleur enfoiré dans ce que tu fais, tu peux être incompris par tout le monde parce que tu vas être tellement obsédé et tellement déterminé à y arriver. C'est ce qu'il faut. C'est la vérité. Ça occupe chaque seconde de ta vie. L'équilibre, oui, c'est important pour beaucoup de gens. Si tu veux atteindre la limite où les gens ne t'aiment plus, ne te comprennent plus et remettent tout en question, tu y es arrivé. Quand tu es incompris au point que les gens pensent que t'es cinglé, que t'es fou, que t'es ceci ou cela, pourquoi tu es à la salle de sport à 1h du matin? Tu viens de finir une opération de 13-14 heures à l'école des Rangers, mec. Et tu es à la salle de sport. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne comprendras jamais ce qui ne va pas chez moi. Et c'est pour ça que je suis tellement content que tu ne comprennes pas. Parce que je suis exactement là où je dois être. Quand les gens ne te comprennent plus, c'est que tu es dans cette zone d'obsession et de détermination. Les gens se demandent « Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ? Je n'ai pas envie de te parler, tu ne comprendras pas. » Tout dépend de l'état d'esprit. Oui, c'est ça, change le dialogue dans ta tête. Et une chose, je te garantis qu'il y a une statistique quelque part à propos du 1er janvier. Toute cette motivation, ce bois d'allumage que tu as commencé, s'éteint généralement après 10 à 12 jours. Alors voyons jusqu'où tu peux aller avec ce truc. Voyons si tu peux vraiment y arriver. C'est un défi de Goggins pour toi. En général, c'est 10 à 12 jours. Les gens me demandent toujours un programme d'entraînement, mais je n'en donne plus. Parce que tu vas me faire perdre mon putain de temps.
Parce que je sais que la plupart des gens, dès que ce putain de réveil sonne au mauvais moment de la journée, ils ne vont pas à la salle. C'est ça. Ou ils prennent le programme d'entraînement, puis ils reviennent te demander « Hey, quelle montre dois-je acheter ?» C'est ça, c'est mon... Les questions affluent sans cesse. Chaque jour passe, rien ne change. Va au magasin, achète des chaussures, et joyeux Noël. Amuse-toi avec ça. Appelle-moi quand tu auras perdu du poids en courant, puis on verra le reste. Mets-toi en position de base. Tu dois voir la souffrance un peu comme moi je vois l'échec. Pour réussir, tu dois échouer. Dans l'échec et dans la souffrance, toutes les réponses s'y trouvent. Toutes les réponses à toutes les questions d'examen. Le test, c'est ta vie. Toutes les réponses sont là-dedans. Tu n'as pas besoin de vivre tout le temps dans la souffrance, la douleur et l'échec. Tu dois apprendre. J'ai besoin d'y aller. Comme les gens détestent à faire du sport. Tu ne vas faire du sport qu'1 heure par jour peut-être. Les 23 autres heures de la journée, tu n'y es pas. Mais pour être en forme, tu dois rendre visite à la souffrance, faire du sport 1 heure par jour. Rends visite à la souffrance 1 heure par jour. Reviens sur tes échecs passés 1 heure par jour. La relation avec ça, c'est que les réponses s'y trouvent. Elles sont là-dedans. Dans la souffrance, vas-y. Et j'appelle ça l'autopsie vivante. L'autopsie vivante. Comment sait-on de quoi quelqu'un est mort ? On l'ouvre après sa mort. Comment tu peux vivre ? C'est en le faisant pendant que tu es vivant. Retourne dans ton cerveau. Ouvre-le pendant que tu es vivant. N'attends pas d'être putain de mort pour comprendre pourquoi tu es mort. Fais-le pendant que tu es vivant. Va là-dedans. Va dans la souffrance. Plonge dans la douleur de ta vie et demande-toi pourquoi est-ce que ça craint autant pour moi ? Pourquoi ai-je peur de tout ça ? Pourquoi ai-je fermé la porte au monde entier ? Je vais t'expliquer pourquoi tu as fermé la porte au monde. C'est dans ces recoins de la souffrance, dans ton cerveau, dans les cicatrices, que se trouvent toutes les réponses à la raison pour laquelle tu es sur le canapé à t'apitoyer sur ton sort. Elles résident dans les cicatrices. Va les voir au moins 1 heure par jour. Étudie-les. Tu en apprendras sur toi-même et grandiras. Ne considère pas cela comme une souffrance quotidienne. Consacre 1 heure par jour à apprendre de toi, de la vie, de tes échecs et insécurités. Apprends de tes doutes. Ne te contente pas de dire « j'ai peur de sauter d'un avion ». Qu'est-ce qui te fait peur là-dedans ? Analyse-le. C'est pour ça que j'ai étudié mon esprit. Si je suis devenu si fort mentalement, c'est parce que j'ai compris que j'étais faible. Au lieu de fuir mon esprit, je m'y suis plongé et me suis demandé « qu'est-ce qui me rend faible ? Ça a du sens. Je viens de l'enfer. Je viens d'un endroit qui m'a brisé jusqu'à rien. C'est pour ça que j'ai peur. Tout cela a du sens. » Alors, systématiquement, un par un, je suis retourné et j'ai rencontré chaque personne dans mon esprit, chaque situation. Je suis retourné en face à face avec eux dans mon esprit, et j'ai dit « D'accord, revisitons cela maintenant. » Et c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que ça marche. Ton esprit choisit le chemin de la moindre résistance. Ton esprit a l'avantage tactique ultime sur toi. Il sait ce qui te blesse. Il connaît tes peurs, il connaît tes insécurités et il te protège. C'est pourquoi j'ai parlé de la règle des 40% dans mon livre. La règle des 40% explique que le cerveau a l'avantage tactique sur toi. Il le sait, et il te tient éloigné de tout ça. C'est pour ça qu'il te dit de ne pas sauter d'un avion. N'entre pas dans l'océan avec des requins. C'est pour te protéger. Ne retourne pas non plus là où ton père t'a frappé dans ton esprit. N'y retourne pas ! Le cerveau te protège, mais il te protège tellement. Il n'autorise pas la croissance. Donc le cerveau est une chose incroyable, mais le cerveau te contrôle. Tu dois le contrôler. Tu dois prendre le pouvoir sur ton propre esprit, où ton esprit te guidera vers tous les endroits confortables, tous les endroits doux où ton cerveau veut vivre. Ton cerveau a assez d'informations. Il ne veut pas passer par ce processus de renforcement mental. Il ne veut pas faire ça. Je dois me rappeler à quelle heure je dois être ici, à quelle heure je dois être là. C'est ici que je veux rester. Je suis en paix. Il veut rester très paisible et loin des cicatrices. Tu dois réduire toutes ces choses grandes et douloureuses de la vie à la plus petite molécule, car c'est tout ce que le cerveau peut gérer. Le cerveau ne peut pas supporter des heures et des heures de souffrance, mais il peut gérer l'instant présent. Je suis dans l'océan Pacifique et il fait très froid. Et c'est ce que je fais.
ne pense pas au reste. C'est ce que j'ai appris de la semaine de l'enfer. C'est ce que j'ai appris en ayant fait 3 semaines de l'enfer. C'est ce que j'ai appris de toute l'armée. Je suis allé à l'école des Rangers. J'ai suivi toutes ces différentes formations pour apprendre tout cela, pour comprendre comment l'esprit fonctionne. J'ai donc parlé des théoriciens. Je parle aussi des praticiens. Un théoricien est une personne qui lit un livre. Ne le met pas en pratique. Lis un livre, apprends quelque chose, puis en parle. Un praticien, c'est une personne comme moi. Je voulais être un expert de l'esprit, un gars de la force mentale, au-delà de la force mentale. La seule façon d'y parvenir à mes yeux, c'est de te mettre en enfer. Mets-toi en enfer encore et encore. Mets-toi sans cesse en enfer et étudie comment tu le gères. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver toutes ces différentes méthodes, tous ces outils pour ralentir l'esprit en enfer. Parce que l'esprit s'accélère. L'esprit veut sortir de la situation douloureuse, de la souffrance. Il ne peut pas le gérer. C'est ce que j'ai compris en traversant tous ces différents processus pendant les semaines en enfer. Il y a des moments où l'esprit est submergé et tu ne peux pas le ralentir. Mais grâce à certains outils que j'ai développés, en n'autorisant pas ton esprit à s'éloigner du moment présent, tu dois te concentrer sur le moment présent. Mais j'ai vu, quand j'étais plus jeune, que le moment devenait trop grand. Quand c'était trop grand, je paniquais et abandonnais. Je ne pense même plus à ce que je ferai dans 1 heure, même pas à manger. Parce qu'alors ton esprit, non, il faut accepter ça, parce que maintenant, tu dois être un leader en ce moment. Il ne s'agit pas seulement de t'en sortir. Nous étions 6 dans mon équipe de bateau, moi inclus. J'étais le chef d'équipe. Voici une autre chose. Si tu ne penses pas à toi, il n'y a pas de douleur. Cela peut aussi causer des douleurs plus tard. Mais dans ces moments où tu luttes, si tu es un vrai leader et que tu t'inquiètes pour tes hommes ou tes femmes à tes côtés, ton esprit ne se soucie plus de savoir à quel point tu as froid. Ton esprit ne pense plus qu'à veiller sur ceux qui t'entourent. Alors j'ai commencé à réaliser, mec, que si je prends soin de ces gars à ma gauche et à ma droite dans les pires moments, mon esprit ne pense plus à « Tu es misérable, David Goggins. Sors d'ici. » Tu te demandes « Comment vont John, Andy, Sam et Pete ?»« Salut, comment ça va les gars? Tu ne penses pas à moi ?» Il y a donc tellement de choses que tu peux faire pour sortir de ta propre tête et permettre à ton corps de simplement se dire « Hé, on n'est qu'une machine. » Mais tu dois laisser ton esprit être capable de traiter toutes ces différentes tactiques pour y arriver. Prends un autre point de vue dans la vie. Quand tu es en enfer, tu ne peux pas avoir la beauté d'y être quand tu y es. Monte mentalement au sommet de cette montagne et observe tes actions d'en haut. Un tout autre monde s'offre à toi. Et ce monde est magnifique. Mais tu dois avoir un autre point de vue dans la galère. Ne reste pas dedans. Spirituellement, sors-en. Prends ton âme. Regarde ce que tu fais d'en haut. Sois émerveillé par le processus, par l'endroit où tu es maintenant et d'où tu viens. Nous avons tous une voix dans notre tête. Certains d'entre nous sont très spirituels. D'autres ne le sont pas. Mais nous avons tous cette voix, et tu fais des conneries. Ce n'est pas bien. Ne fais pas ça. Plus tu n'écoutes pas cette voix, plus elle s'éloigne de ta tête. Certaines personnes l'appellent le Saint-Esprit. D'autres l'appellent Dieu, certains moines, peu importe comment tu l'appelles. Elle est là. Nous l'avons tous. C'est la voix du bien ou du mal. Mais plus on ne l'écoute pas, plus cette voix s'éloigne. Et la seule voix que tu entends, c'est toi-même. Quand la seule voix que tu entends, c'est toi-même, tu te trompes. Il y a une voix qui te guide dans la vie. Quand parfois elle te guide dans une direction où tu n'as pas envie d'aller, c'est généralement la bonne direction à prendre. C'est cet endroit inconfortable, donc cette voix me parle toujours, mais on ne l'écoute pas. Moi, je l'écoute. Et quand je commence à devenir anxieux, nerveux, comme je l'ai déjà fait, on sait tous quand on en a trop fait parce que cette voix nous dit « Je commence à être fatigué, je m'épuise. » Mais on continue, on continue, on continue. Je commence à parler à ma fiancée. « Hé, j'en fais trop. Tu commences maintenant, comme je l'ai fait pendant la semaine de l'enfer, comme je le fais tout le temps. Ta décision en 1 seconde. C'est cette décision quand ton esprit commence à être tellement tendu. Lorsque tu ne peux plus penser clairement. Ralentis. Vivre selon un emploi du temps rend chaque jour identique. Tu n'as plus de temps pour toi. On le sait tous, je n'ai plus ce temps. C'est à ce moment-là que ton esprit et ton corps te disent « Réfléchis à ça. Je néglige ma fiancée. Je néglige mes disciplines.
Lecture, apprentissage, entraînement, alimentation. Quand tu commences qu'à négliger tout ça, tu en négliges un. Tu peux les négliger tous pendant longtemps. Ça va te hanter. Quand tu réalises cela, tu te dis « ça fait longtemps que je mange et dors mal ». Ça va vraiment te déstabiliser. Donc je fais très attention à mon alimentation, à mon sommeil, à mes disciplines de vie. Et quand je commence à trop m'en éloigner, c'est un arrêt net. Parce que ce qui m'a construit, ce ne sont pas seulement les disciplines, mais l'autodiscipline dans la vie. Elle reste toujours devant toi si tu en as. Donc c'est là que je mets ma limite. J'ai réalisé que ma mentalité devait être très différente. Cela signifiait devoir passer des épreuves pour acquérir une mentalité de guerrier. Certains naissent avec, j'en suis convaincu. Certains gars naissent avec ça grâce à une enfance heureuse, un père strict, ce qui leur donne force mentale et discipline. Je n'avais pas ça. Donc j'ai dû créer une épreuve pour moi-même, afin d'acquérir cette mentalité de guerrier. Donc, ce que je veux dire par mentalité de guerrier, c'est que certaines personnes prennent ce que je dis au pied de la lettre et disent au juste « Mon Dieu, tu es fou, tu es parti trop loin. » Non. Dieu a sûrement mis certaines personnes sur terre pour accomplir des tâches dangereuses et protéger ce pays. Que ça vous plaise ou non, je fais partie de ces personnes-là. Alors, pour avoir la mentalité que j'ai, être dans une pièce de 3 mètres sur 3, j'ai une arme. Je suis devant une porte. J'ignore ce qu'il y a derrière cette porte. Donc, notre travail en tant que Sea, Air and Land, la plupart du temps, comme la majorité de notre mission, c'est d'aller derrière, ouvrir une porte et dire « Surprise, on est là ». Le truc avec la surprise, c'est que je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte. Adopter cet état d'esprit et se dire « Je vais affronter un automate Kalachnikova 47 à répétition ». Tu sais quel esprit il faut pour ouvrir cette porte sans craindre de la refermer et fuir. Je me forçais à endurcir mon esprit à travers ces épreuves, alors même après être devenu Sea, Air and Land, je poursuivais mon chemin pour devenir un meilleur guerrier. Et ces courses, et tout ça, vous tous, c'est tout ce qui concerne le fait d'être un ultra-marathonien. Au début, c'était pour récolter des fonds. Mais il y avait aussi un côté égoïste. Je me forgeais une mentalité de guerrier, en me mettant dans le creuset de l'enfer, au 60e mile, d'une course de 135 miles à Badwater. À quoi penses-tu ? Des ampoules, des périostites, des fractures de fatigue, de l'urine et du sang peut-être. Quels sont tes plans, David, pour les 110 km restants de la course ? Eh bien, c'est à ce moment-là que tu découvres qui tu es. Exactement. Tu sais, c'est comme si tout menait à cet instant. Tout tourne autour de ce moment et de cette décision que tu dois prendre quand tout le reste t'a été enlevé. Ça va te révéler qui tu es, exactement qui tu es, quelle est ta véritable nature. Et ce qui est bien avec ça, c'est que beaucoup de gens se fixent de grands objectifs, comme vouloir faire le Badwater, ou un Ironman, ou devenir millionnaire, ou peu importe ce qu'ils veulent accomplir. Ils ont ces listes d'objectifs incroyables, et elles sont impressionnantes. Les objectifs sont importants. Nous échouons souvent car, avant de poursuivre un objectif, nous ne nous regardons pas dans le miroir de la responsabilité, ce qui pousse certains à abandonner l'entraînement des SEALs ou d'autres défis. Occupons-nous de nos insécurités, car elles vont ressortir quand tu te mettras à l'épreuve et que tu souffriras. Tu peux être la personne la plus en forme du monde. Si tu n'as pas géré ton esprit et tes jalousies, tes insécurités, tout ce qui t'est arrivé enfant ou entre-temps, tout ça va ressortir au moment où ton esprit commencera à se demander « Pourquoi diable suis-je là, dans cette course ?» Ce qui maintient une personne dans le combat, c'est de savoir, c'est d'avoir un but, Laisse l'ego dehors, il te nuira toujours et te fera abandonner. Voilà pourquoi j'ai pu traverser certaines choses, car je savais que je fuyais. Un gamin sans éducation qui bégayait et qui n'avait rien. J'ai dû me regarder dans le miroir et assumer ce que je n'étais pas et ce que je voulais devenir. Le parcours de chacun est différent. J'étais en quête de découvrir qui était David Goggins. Et ce voyage m'a mené dans certains des endroits les plus difficiles qu'un être humain puisse même imaginer. Et aujourd'hui, à 41 ans, je suis la personne la plus heureuse sur Terre, parce que tu sais, j'ai dû grimper plusieurs fois juste pour regarder en bas sur ma vie et voir de quel enfer je venais. Et c'est ça qui m'a permis de tenir à travers tout ça. Je m'imaginais traverser tout ça, comme quand j'étais gamin et qu'il m'appelait tout le temps. Mon père me battait violemment et je n'avais aucune estime de moi.
J'avais cette vision que si je pouvais arriver là où je voulais aller... Imagine quand je regarderais en arrière sur ma foutue vie, à quel point je serais fier. Et maintenant, je suis là. Et je peux regarder en arrière sur cette vie que j'ai vécue, que beaucoup de gens ne comprendront jamais. Parce que pourquoi ? Quand tu es passionné, ils pensent que tu es fou. Et tu ne peux même pas expliquer aux gens pourquoi tu agis ainsi, car tu as trouvé ta raison d'être. Une fois que tu trouves ta raison d'être, tu ne peux pas vraiment l'expliquer aux gens normaux, car ils ne comprennent pas la passion, ni ne trouvent leur but dans la vie quotidienne. Donc, je deviens une langue étrangère pour les gens. Ils me mettent dans la catégorie « tu es fou ». Non, je suis passionné, j'ai trouvé ma raison d'être dans cette vie. Eh bien, j'ai dû créer Goggins, parce que David Goggins était un enfant faible. Alors j'ai créé Goggins. Donc, le creuset de la vie que j'ai décidé de traverser pour devenir celui que je voulais être. J'ai créé Goggins. Goggins, c'est lui qui parle maintenant. David Goggins était un enfant qui se faisait harceler et subir toutes ces autres choses. Et j'ai créé Goggins. Rien de tout cela n'était externe. Je ne me souciais pas de l'argent. Je ne me souciais pas des récompenses. Je ne me souciais pas des médailles. Je ne me souciais pas de Badwater. Je ne me souciais pas de l'ultra-running. Toutes ces choses étaient pour moi des moyens de me construire intérieurement. Donc, tu sais, les gens, ne vous méprenez pas, mec. J'ai fait ça pour être fier de qui je suis en tant qu'être humain. Et la plupart des gens vivent dans le mensonge. Je détestais le mensonge. J'ai vécu. Et le mensonge que je vivais, c'était que je n'étais rien. Je savais que je n'étais rien. Dans mon parcours, je voulais être quelqu'un dont je sois fier. Cela m'a mené ici. 2013. 2013. J'ai marché 169 km. D'accord. Et j'ai passé 7 heures dans le véhicule à cause de tous les problèmes que j'avais avec mon corps. Tout le monde me demande pourquoi je n'ai pas abandonné, que j'aurais pu me tuer. Mais ce n'est pas ça, je ne suis pas là pour ça. Ne te trompe pas, mec. À ce moment, c'était un nouveau défi. Toujours donner le meilleur de moi-même. Mais à ce moment-là, j'ai vu que j'avais tout donné. Eh bien, tu donnes le meilleur de toi-même ce jour-là parce que tu fais avec les circonstances que Dieu t'a données ce jour-là. Alors j'ai pris ce que Dieu m'a donné ce jour-là, et je me suis dit, bon, il fallait que je réajuste les objectifs. Et j'ai trouvé le bonheur, la joie et la paix. Je me suis dit, d'accord mec, on va remettre ce foutu gars à 0. On va marcher 105 miles et on va arriver à la ligne d'arrivée. Et tu vas marcher 105 miles de Badwater. Ça va être horrible. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, mon objectif principal était de récolter des fonds pour une fondation. Mais ce n'était pas ma seule motivation. Quand tu souffres autant, je suis désolé. Tu ne penses pas à récolter de l'argent pour une fondation. Je suis désolé, je suis humain. J'ai dû devenir sombre, et devenir sombre, c'était devoir adopter cet état d'esprit barbare, presque animal, où, aussi mal que je souffrais, je devais utiliser cette souffrance à mon avantage. Je devais accepter la souffrance et me dire « Mec, je suis au 70e kilomètre. Je n'avais jamais parcouru 70 km auparavant. Et si je pouvais faire 30 km de plus dans cette situation ? Je devais changer mon discours au lieu de craindre ce que j'infligeais à mon corps. Parce que si je pensais de cette façon, ce qui est normal, une personne normale devrait penser comme ça. Mais encore une fois, j'ai une mentalité de guerrier. J'ai pensé tout le contraire. Et si j'arrivais à traverser ça malgré mon état ? Et ça a déclenché mes endorphines en me disant... Si je peux faire 100 miles ou 30 miles de plus, dans cet état où la plupart des êtres humains ne pourraient pas... J'ai juste fait le « et si ». Et je me suis vu terminer cette course, et le sentiment que j'aurais après l'avoir terminée. Et c'est ce qui m'a permis d'y arriver. Nombreux sont ceux forcés à la solitude, en ce moment dans notre maison, appartement, où que nous vivions. Mais nous sommes aussi forcés à la solitude dans nos propres esprits. La vie est le sport d'endurance le plus brutal, et c'est justement ce qu'on doit aimer. On doit inverser la situation et aimer le fait que la vie continue de nous attaquer. Il n'y a pas de putain de temps mort. Tu ne peux pas juste agir comme lors d'un événement sportif où l'entraîneur demande un temps mort. Tu dois trouver des solutions sur le vif. Tu dois être cette personne qui est toujours prête. Mais la solitude actuelle que beaucoup subissent est précisément ce qu'on refuse d'affronter. C'est le fait qu'on doit réfléchir à toutes ces choses qu'on n'aime pas chez nous.
On utilisait la vie comme une échappatoire, mais ce n'est plus possible. Toutes ces distractions qu'on utilise, elles ne sont plus là. C'est le moment maintenant d'arrêter d'éviter les choses. Sors ce stylo et ce papier. Regarde à l'intérieur de toi. Arrête de me regarder, moi ou d'autres personnes ici, pour être le héros de ton histoire. C'est ton moment maintenant, dans toute cette solitude. Apprends à te connaître en tant que personne. Sois seul avec toi-même. Écris tout ça. Commence à affronter ces différentes choses dans la vie. Sache une chose dans la vie. Nous sommes tous très fragiles dans ce monde. Nous devons savoir que lorsque nous mourrons avec un certain sens et un certain but dans ce monde. Reste fort. La première chose à faire, c'est simplement de calmer ton esprit. La toute première chose à faire, c'est de ne pas te donner d'échappatoire. Il faut parfois se tromper soi-même et se dire « Je pourrais abandonner, mais je ne vais pas le faire maintenant. Je pourrais abandonner, mais pas encore. » Donc ça calme un peu ton esprit. Parce que si ton esprit sait que tu n'abandonneras pas, tu n'abandonneras pas. La panique augmente. Tu n'abandonneras pas. Laisse croire à ton esprit qu'il a un peu de contrôle. Donne-lui un petit biscuit. Donne-lui un petit biscuit. Et ensuite, tu peux commencer à traiter. Assieds-toi, calme-le, traite. C'est la première étape de tout le parcours. Tu ne peux pas paniquer quand les choses deviennent difficiles. Et ensuite, quand tu arrives à te calmer, tu peux réfléchir. Si tu es en situation de panique et que ton esprit est agité, est-ce que tu es vraiment maître de toi ? Personne ne l'est. Et c'est ce que j'ai compris. Les pires décisions que j'ai prises dans toute ma vie, c'est quand mon esprit a dit « On se tire d'ici. C'est fini. Ça craint. J'en ai marre. » Donc c'est la première étape dans tout le processus. Et puis j'ai réalisé que j'avais mis la main dans le pot à Cookie. Quelque chose que j'ai inventé il y a des années, c'est qu'il faut avoir quelque chose qui te motive à ce moment-là. Donc une fois que tu t'es calmé, qu'est-ce qui va te faire sortir de ta chaise ? Qu'est-ce qui va te faire avancer ? Tu dois te rappeler que j'ai déjà traversé des périodes aussi difficiles que celle-ci. Alors j'ai repensé à ma vie. J'ai eu une enfance difficile et une éducation compliquée, comme je l'explique dans mon livre. Donc, en gros, c'est un peu ça que j'utilise. J'utilise ces différents outils pour me faire passer du point A au point B. Et c'est un processus. Donc, à l'époque, ce qui me motivait, c'était de me surpasser moi-même. Je me voyais comme une personne très faible et je voulais me surpasser. Une fois ces obstacles franchis, j'ai compris que nous avions tous ce potentiel surhumain. Aujourd'hui, à 43 ans, je crois qu'il faut être un leader. Et il y a beaucoup de fois où, franchement, je n'ai aucune raison. Il n'y a aucune nécessité pour moi de me lever le matin pour aller faire ces longues courses. J'ai tout fait. Je suis bien. Je suis à la retraite de l'armée. J'ai fait 21 ans dans l'armée. J'ai tout fait. Maintenant, il s'agit de donner l'exemple pour que les autres puissent suivre. Alors ce qui me motive maintenant, c'est que les gens veulent savoir, tout le monde veut savoir, comment devient-on un leader ? Comment êtes-vous un leader ? Être un leader est parfois le pire métier du monde, parce que vous devez vous mettre dans certaines des situations les plus inconfortables qui soient, pour que je vous dise de faire quelque chose alors que je ne le fais pas moi-même. C'est ça qui me motive maintenant. C'est ça qui me pousse à continuer maintenant. C'est que je dois continuer à montrer l'exemple. Je ne peux pas juste en parler. Je dois le vivre. Je crois que je ne peux pas parler de mon passé. J'étais ce gars qui battait des records de traction. J'étais ce gars qui courait 100 miles, 200 miles. Je devais toujours être ce gars-là. Et puis je ne suis plus ce gars-là. J'ai arrêté d'en parler. Donc je donne la priorité à essayer de gagner la bataille le matin. Donc je gagne toujours la bataille le matin. Donc je me lève le matin. Chaque matin, je vais courir. C'est la première chose que je fais. Depuis décembre 2016, je cours chaque matin sans jamais prendre un jour de repos. Chaque jour, je me lève le matin. Donc je m'étire aussi chaque jour pendant environ 2 à 3 heures, tous les jours. J'ai manqué 2 jours en près de 6 ans. C'est ma routine. 4 jours par semaine, je vais à la salle soulever des poids, car on ne peut pas seulement courir. Donc c'est chaque jour, sans exception. La monotonie de ma vie. Mais c'est ça qui forge la discipline. Vous savez, et je ne dis pas à tout le monde de faire ça, mais c'est mon mode de vie. C'est comme ça que je développe l'autodiscipline.
J'étais ce gars-là. Si j'étais en mission et qu'on quittait le poste d'observation à 1h du matin, j'étais à la salle de sport à 1h05 du matin. Chaque jour de ma vie dans l'armée, peu importe ce que je faisais, je donnais 100%. Donc, à 21 ans de service, ça m'allait. J'ai subi 2 opérations du cœur. Je suis passé de missions multiples à recruteur chez les Navy Seals. J'ai été instructeur Navy Sea, Air and Land et j'ai tout accompli. Mais tout ce temps, je vivais aussi comme si c'était le premier jour, la première semaine du bachelor universitaire de technologie. Même après avoir terminé la formation des Navy Seals, beaucoup de gens qui réussissent dans quelque chose d'aussi difficile deviennent complaisants. Même la personne la plus forte et la plus redoutable au monde finit par se reposer sur ses lauriers. Chaque jour de ma vie, j'ai vécu comme si c'était le premier jour, la première semaine de la formation Basic Underwater Demolition Task S. Et donc, j'en suis très fier, c'est pour ça que je ne rate rien. Parce qu'en gros, c'était extrêmement difficile d'être déployé, d'être au travail, tu sais, les préparations où tu t'entraînes pour être déployé, tu te lèves tôt, tu donnes tout, et tu maintiens toujours un niveau élevé de préparation physique chaque jour. Pompe, abdos, course à pied tous les jours, en plus de tout le reste. Être Sea, Air and Land, peu de gars le font. Mais j'ai appris qu'il faut d'abord être un bon individu. Tu dois tripler d'efforts sur tes faiblesses parce que très souvent, tu comptes toujours sur ton camarade à côté de toi pour t'aider. Parfois, ce camarade ne sera pas là. Tu dois t'assurer d'être un touche-à-tout et un maître dans tous les domaines. Et ça, c'est une chose. Tu dois couvrir les arrières de ton camarade. Ils doivent te couvrir les tiens, mais tu dois travailler sur toi-même chaque jour. L'armée doit vraiment insister beaucoup plus sur ce point. C'est quelque chose qui nous manque beaucoup de nos jours. Cette responsabilité totale de revenir chaque jour à l'entraînement de base dans ta tête. Tu as peut-être ton diplôme, mais l'entraînement de base ou des SEALs est terrible. Tout cela est difficile, et les gens sont heureux d'en finir. Mais c'est ça qui te rend bon. Tu te souviens comment tu étais après l'entraînement de base. Tu es un peu comme un robot, tout verrouillé, puis ça disparaît petit à petit. Tu deviens à l'aise. Tu commences à te relâcher un peu, à te balader. Tu commences à perdre cette discipline militaire. C'est la seule chose que j'ai appris à ne pas faire dans l'armée. C'est que l'armée t'enseigne ses grands codes, cette éthique, cette morale, ces valeurs. Tu dois continuer à travailler. Comme un muscle, si tu arrêtes la salle ou la course, tu t'affaiblis. L'armée t'enseigne ces grandes valeurs de force, d'honneur, de code et toutes ces autres choses. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on ne garde pas la discipline de tout ça et on la perd. Donc la seule chose que j'ai apprise, c'est de ne pas perdre cette chose que le camp d'entraînement, la formation des SEALs, peu importe ce que tu traverses, peu importe ton école, peu importe ce que c'est, garde cette discipline. C'est ça le plus important. Même lors de moments difficiles, comme la formation de sauvetage en binôme, dès que cela devenait dur, mon esprit paniquait et j'abandonnais aussitôt. Je ne savais pas comment gérer ça. J'ai commencé à réaliser qu'il faut apprendre à contrôler son esprit dans ces situations. Donc au 70e mile, quand j'étais dans le pire état de toute ma vie, j'ai réussi à puiser dans mon calme. Calmer l'émotion. L'émotion nous contrôle. L'émotion ne peut pas nous contrôler. Alors j'ai pris le contrôle de mes émotions. Je me suis calmé et j'ai vraiment pu m'asseoir là et me dire « D'accord, je suis dans la pire forme de toute ma vie. Je devrais abandonner, mais n'abandonnons pas tout de suite. Tu as la tête qui tourne, ne te laisse pas avoir le vertige. Alors, hydrate-toi un peu. Ajoutons du sel, du potassium et plus de nutriments à ton corps. » Je n'avais plus la tête qui tourne. C'est la première étape. Alors j'ai dit « D'accord, voyons si je peux me lever. » Donc j'ai réussi à me lever. Je ne pensais plus au fait qu'il me restait 30 miles à parcourir. J'avançais petit à petit. D'accord, tu sais quoi ? C'est assez incroyable. J'ai couru 70 miles. La plus grande distance que j'avais jamais parcourue de toute ma vie, c'était un semi-marathon improvisé de 26 miles il y a des années à Guam avec un autre gars. Donc j'ai largement dépassé ça. J'ai fait 70 miles la première fois, c'était 26, donc je trouve ça plutôt cool. J'essaye maintenant de retrouver un peu d'énergie. Alors, d'accord. Voyons si je peux marcher un mile. Après avoir été dans la pire forme de ta vie, t'être pissé dessus, t'être fait dessus, voyons maintenant si tu peux marcher un mile.
J'ai marché 1 mile, puis je me suis demandé si je pouvais en faire 2. Finalement, je suis arrivé au mile 81. Et la personne de mon équipe m'a dit « Hé, tu ne vas pas arriver dans les temps. » J'ai dit « Voyons si on peut courir un peu. » J'ai donc couru les 19 prochains miles. Donc ce que j'ai compris ici, et c'est là que j'ai arrêté de gratter la surface et que j'ai commencé à plonger profondément dans le potentiel humain, c'était pendant cette course, ici. Et je commençais à réaliser que nous commençons à nous piéger nous-mêmes dans notre propre esprit. Et notre esprit est cette grande barrière, ce grand mur. Lorsque nous atteignons la douleur et la souffrance, ce mur grandit. L'esprit dit alors qu'il faut abandonner. Si nous sommes capables de trouver différentes façons de contourner cela, c'est ce qui m'est arrivé, et je l'ai contourné. J'ai dû inventer cette personne. David Goggins est un enfant introverti et doux, qui se faisait malmener en grandissant et qui, dans son esprit, devait mentir pour se faire des amis, pour être accepté. Ma vie a vraiment été une histoire de 2 personnes. C'est très effrayant, mais 2 personnes. J'ai dû inventer un tout autre être humain pour sortir de ma zone de confort. Cet humain est devenu Goggins. Goggins, c'est comme le gars qui sort de la cabine téléphonique. C'est comme ce Superman qui sort de la cabine téléphonique. Et j'en parlais aujourd'hui avec ma fiancée. C'est un peu étrange parfois d'avoir une conversation entre David Goggins et Goggins. Et Goggins raconterait à David Goggins toutes les conneries qu'il a faites. Et David Goggins dirait « Mais qu'est-ce que tu fais, mec ? Pourquoi tu fais ça ?» C'est dingue. Donc, c'est un peu ce combat entre essayer de te découvrir davantage, en sachant que le vrai toi a peur, aime le confort, aime vivre dans un monde qui aime te féliciter, te dire ce que tu as envie d'entendre, et pas ce que tu dois entendre pour t'améliorer. C'est donc de là que tout ça a commencé. Et quand les gens vont écouter ce podcast, ils vont entendre beaucoup de choses qui vont leur donner envie de me coller une étiquette. Ils vont certainement vouloir me coller une étiquette pour se sentir mieux. Je leur demande pendant ce podcast de ne pas faire ça. Ne regardez pas ce que vous allez entendre. Ne me collez pas une étiquette. Parce qu'en gros, ce que vous faites, c'est que vous vous donnez une excuse facile. C'est tout ce que vous faites. Donc tout ce que vous faites, c'est dire « Ce type était un vrai taré. Il a trouvé un truc incroyable dans son cerveau qui était enfermé. Il l'a libéré et il est devenu ce type-là. » C'est complètement faux. Parce que chaque jour où je me réveille, je redoute la journée. Je redoute la journée à cause de ce que je vais m'infliger pour m'améliorer. Assis sur le canapé, j'ai vu une émission sur Discovery Channel, et c'est là que j'ai décidé de devenir Navy Sea, Air and Land. J'ai contacté plusieurs recruteurs et visité quelques bureaux. Un gars m'a dit « T'es gros et noir. Quel sens de l'observation ?» J'étais un gars noir de 140 kilos qui marchait, très observateur. Ça a duré un moment. Et jusqu'à ce que je rencontre un recruteur. Et ce recruteur a vu quelque chose en moi que personne d'autre n'avait vu. Et il m'a donné une chance. Il m'a donné une chance. Et un défi, n'est-ce pas ? Reviens, perdre du poids. Exactement. Donc en gros, je suis entré. J'avais environ 3 mois. Un peu moins de 3 mois pour perdre 48 kilos. Donc je me suis dit, c'est carrément impossible, mec. Je ne pouvais pas faire ça. À l'époque, je n'avais aucune motivation réelle pour devenir Navy Sea, Air and Land ou autre chose. Je savais seulement que je devais changer. Je devais le faire, ça n'aurait pas marché. Ce mode de vie que je menais, quelque chose devait changer. Alors je suis allé travailler ce jour-là et je pulvérisais contre les cafards. Et voilà, c'était une très mauvaise journée au travail et j'ai trouvé tout un tas de cafards, de rongeurs. Le restaurant était mauvais. Ce jour-là, j'ai quitté mon travail et suis rentré chez moi en voiture. Je dois vraiment agir. J'ai pensé rentrer et courir 6 km. Mais ce n'est qu'un demi-kilomètre. Et c'est à partir de là que l'histoire commence vraiment. C'est ce que j'ai compris pour moi-même. Je voulais cette zone de confort que tout le monde recherche, cette tape dans le dos. Ils préfèrent t'entendre ce qu'ils font bien plutôt que les critiques. Et j'ai compris que c'est ça qui me maintenait dans ce monde. C'est ça qui me gardait dans ce monde où je n'accomplissais rien. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis devenu ce gros méchant sale enfoiré que tu ne veux pas croiser la nuit. Je suis devenu mon critique le plus sévère. Et c'est ça qui m'a changé. Je me suis littéralement vu dans le miroir. J'ai vu la vérité au lieu de dire, tu sais,
Mon père m'a fait ça en me battant, les enfants à l'école m'ont fait ça en m'insultant. Ma vie m'a fait ça, ma base foutue et brisée m'a fait ça. J'ai pris ça et j'ai dit, tu sais quoi ? Eh bien, certaines personnes ont peut-être contribué à ce que ça arrive, mais maintenant je dois l'assumer. Personne ne va revenir me sauver. Personne ne va revenir sur ce putain de canapé et dire « Hé, ça va aller !» Tu vas t'en sortir. Non, je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas aller bien. J'ai dû réaliser que je devais prendre position. Je devais vraiment prendre position. Et c'était douloureux de regarder qui j'étais, ce que le monde et moi-même avions créé. Ça a créé un homme très seul, déprimé et peu sûr de lui qui ferait n'importe quoi juste pour avoir un ami. Et je trouvais ça vraiment pathétique. Quand on regarde la vérité en face, ça devient très laid et pathétique. Je suis vraiment doué pour me créer un ennemi. Je suis vraiment doué pour inventer quelque chose contre lequel je me bats. Et je suis aussi doué pour ça. Si jamais tu me dis que je ne peux pas faire quelque chose, je vais te montrer que je le fais. D'une façon ou d'une autre, tu vas foutrement savoir, d'une manière ou d'une autre, que je le fais. Ce ne sera peut-être pas sous ton nez. Je vais peut-être traverser le monde en courant. Comme un père, ce sera aux infos. Tu allumes la télé. Comment a-t-il fait ça ? Je veux faire quelque chose pour que tu saches que je suis là. Je suis là. Alors à chaque fois que je perds une grosse quantité de poids, j'appelle ce recruteur et je lui dis « Hey mec, je suis là. Je suis là. » Et avant même que je m'en rende compte, cet homme est presque devenu mon meilleur ami à cette époque. Il a réalisé que je transformais vraiment sa vie. Tu sais, j'ai commencé à voir qu'il se rendait compte « Waouh mec, je suis content d'avoir donné une chance à ce gars-là. » Non seulement j'ai perdu du poids, mais j'ai aussi dû repasser l'Armed Services Vocational Aptitude Battery. C'était comme un Scholastic Assessment Test allégé, que j'ai repassé plusieurs fois pour entrer chez les Navy Sea, Air and Land. C'était un long processus. Donc, ces 3 mois étaient remplis d'échecs, de dépression, et même plus encore. Mais ce que j'ai découvert pendant ces 3 mois, c'est que j'ai vécu toute une vie. Pendant ces 3 mois, j'ai commencé à réaliser que si je pouvais retourner ces insécurités, si je pouvais retourner cette peur, si je pouvais retourner toute cette merde qui faisait de moi ce gars déprimé et peu sûr de lui, si je pouvais la retourner et la faire travailler pour moi au lieu de contre moi, j'ai commencé à voir la puissance de l'échec, la puissance de l'insécurité, la puissance du doute de soi. Parce que je regardais tout le monde, ce n'est peut-être pas vrai, mais c'est comme ça que je voyais tout le monde bien au-dessus de moi. Je me suis dit, si je peux être au plus bas, au fond du gouffre, et réussir à surmonter toute cette merde, j'ai commencé à utiliser ça comme une force. J'ai commencé petit à petit à dépasser les gars de Harvard, les gars du Massachusetts Institute of Technology, ceux qui venaient de grandes familles et tout ça. Je me suis dit, oh mon Dieu, je les rattrape, je n'avais rien. J'ai alors décidé d'utiliser cette force. J'ai inventé quelque chose il y a longtemps. Et quand tu n'as rien sur quoi t'appuyer, j'ai réussi à trouver de la force dans chaque molécule de cette terre. Je suis capable d'être dans une pièce sans rien, sans motivation, sans inspiration, rien, et de trouver ça. Alors, ce que j'ai fait dans ces situations, c'est que j'ai inventé ce truc que j'appelle prendre des âmes. Quand tout le monde est complètement crevé, que tu es épuisé, faible, fatigué, et que tu regardes autour de toi et que tout le monde a l'air aussi mal en point que toi, voire pire. Je me dis, tu sais quoi ? Maintenant, je veux marquer les esprits. C'est le moment parfait pour marquer les esprits, pour te montrer où ta vie s'arrête et où la mienne commence. Et donc, la déclaration ici, c'est que je puise toute ma force dans les regards sur leur visage, dans ce qu'ils ressentent. Et maintenant, à partir de mon enfance, d'où je viens, comment j'étais tout en bas de l'échelle. Je suis maintenant parmi toutes ces personnes hors du commun. Maintenant, je vais te faire sentir que tu es ordinaire. Alors j'utilise leur tristesse, leur faiblesse, ces moments où ils pensent « Mon Dieu, ça craint, je suis déprimé et perdu ». J'utilise ça comme ma force. Et j'ai ce moment où, disons qu'on est dans le sable, en train de courir ou peu importe. Je vais accélérer, faire quelque chose, et tout le monde se demande comment il fait ça. Et là, ce regard sur leur visage, ce sentiment de penser que cet homme doit être quelqu'un de spécial. Ça me pousse alors de plus en plus loin, de plus en plus vite et de plus en plus fort pendant longtemps. Donc, l'énergie est partout. Mais le truc, c'est que c'est tellement bruyant.
Cette voix dans ta tête, pleine de douleur et d'inconfort. Et je n'ai pas envie de faire ça. C'est tellement bruyant que tu n'arrives pas vraiment à l'apaiser. Ils disent « D'accord, il y a quelque chose ici. » Il faut imposer un calme patient pour reconnaître. Je sens quelque chose ici, mais cette voix puissante veut que tu partes, alors laisse tomber. Laisse pas, on a fini. Ça te fait paniquer, et tu veux partir au lieu de dire « Attendons une seconde, attends. » Avant de complètement paniquer, attends. Et à ce moment-là, tu peux penser clairement et trouver cette force qui est là pour toi. Quand je pesais 135 kilos et que j'étais très gros en voulant devenir Navy Seal, Air, and Land, ce qui me terrifiait le plus, même aujourd'hui, c'était que cela aurait pu rester ma vie. À l'époque, je pensais faire des efforts. C'est ça le plus effrayant. Je croyais à l'époque. 135 kilos travaillant pour Ecolab, à pulvériser contre les cafards, et je gagnais 1000 $ par mois. Je pensais que c'était moi à 100% de mon potentiel. Quelques années plus tard, j'ai découvert que je n'étais pas du tout à ce niveau-là. Ayant perdu 48 kilos, j'ai fini la formation des Navy Seals puis réalisé tout le reste. En y repensant, c'était moi qui faisais de gros efforts. C'est pour ça que les gens doivent comprendre ce qu'il y a en nous. On n'en a aucune idée tant qu'on n'a pas commencé à vraiment essayer. Essayer vraiment à fond, jusqu'à en être obsédé et se dire « c'est ma nouvelle norme ». Ma nouvelle norme, c'est que, waouh, ce n'est pas toujours amusant. Ce n'est pas toujours censé être amusant. Et c'est là que tu sais que tu fais vraiment des efforts. Nous avons la voie facile, celle qui correspond à ces 20%, où tu te sens à 90%, voire 100% de ton potentiel maximal. C'est cette voix qu'on aime tous, c'est cette voix très réconfortante, comme une maman qui te prend dans ses bras et te dit que tout ira bien. Elle ne se soucie pas de tes qualités, elle t'aime simplement, peu importe la complexité de ta vie. C'est là où tu veux être. Voilà, c'est cette voix-là. Cette autre voix dont on s'éloigne beaucoup, c'est une voix qui dit « Eh mec, tu ne fais rien du tout ». Alors on essaie de complètement chasser cette voix de notre tête. Et on vit ici, dans ce monde-là. Donc ce que tu dois faire en premier, c'est augmenter le volume de cette voix-là. La voix qui te dit des choses pas gentilles. Celle qui est dans notre tête et qui dit « Ah tu sais quoi mec, franchement, tu fais rien du tout. Tu n'es pas à la hauteur. » Je veux dire, et ce n'est pas se rabaisser. Les gens comprennent ça de travers dans cette nouvelle société. Je ne dis pas de te rabaisser. Je dis d'écouter la vérité. Et la vérité n'est pas dans les 20%. La vérité est dans cette autre partie de ton cerveau qui dit « Bah écoute, mec, tu gaspilles, c'est un gros pourcentage ici. » Il nous reste 80% qu'on n'exploite pas. Parce que dans ces 80%, il y a la souffrance, la douleur, l'échec, le doute de soi, l'obscurité. Et puis tout un tas de lumière. Pour atteindre cette lumière, tu dois traverser cette merde. Beaucoup d'entre nous le savent. Au fond, on le sait. Ouais. Je peux arriver ici. Mais ici, mec, c'est bien mieux parce que j'ai dû traverser ce parcours qui n'est pas amusant. Ça, ce passage de Vinct à 100%, toute cette merde entre les deux, ce n'est pas amusant. Alors on décide de vivre ici. Tout le monde demande. Comment tu fais ça? Tu sais exactement comment faire. Tu sais exactement, ce n'est pas un tour de magie. Il n'y a rien dont je parle dans ce livre qui soit un tour de magie. Tout revient à un état d'esprit très primitif. Il faut juste agir. C'est comme respirer. Respirer devient normal. On ne se rend même pas compte qu'on le fait. C'est comme ça qu'il faut vivre sa vie. Quand le réveil sonne à 4 ou 5 heures du matin, ton esprit dit non, tu dis simplement « c'est ce qu'on fait ». C'est ce qu'on fait maintenant. Parce que pour arriver là où tu veux aller, la quantité de douleur impliquée, je ne parle pas de douleur physique. Je ne dis pas que tu dois te briser. La quantité de douleur mentale, le nombre de fois où tu devras faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire pour arriver là où tu veux aller. Il y aura plus de fois où tu feras quelque chose que tu n'as pas envie de faire que de fois où tu en auras envie. Et ça, c'est ta nouvelle norme. C'est ta nouvelle norme. Donc après, ça devient comme respirer. Et puis, une fois que tu fais ça encore et encore, ça devient comme respirer.
Je ne veux pas ce mode de vie, mais pour en sortir, je dois le suivre. Donc, si tu le veux vraiment, tu comprends ce qu'essayer signifie et ce que ça ne signifie pas. Tu ne trouveras pas la force dans un environnement confortable. Ceux d'entre vous qui écoutent ceci, quiconque entend ça, vous ne la trouverez pas. Je cherchais partout. La seule façon de la trouver, c'est de te plonger dans une situation où tu es complètement perdu, où tu ne sais plus nager, et tu es en train de te noyer. Où tu es en train de te noyer. Tu te noies dans la vie. Mais tu te dis, tu sais quoi mec ? Merde à ça. Je vais trouver comment faire un putain de dos crawlé ou un putain de truc. Ils doivent travailler. Et ensuite, tu commences à utiliser des parties de ton esprit que tu n'avais jamais utilisées auparavant. Mais tu ne peux pas l'activer en restant assis dans ces beaux fauteuils, à boire cette bonne eau, à te parler, à parler de ce que je veux faire. C'est là que la règle des 40% entre en jeu. Elle intervient quand tu es en mode souffrance et que tu te dis « je ne vais pas abandonner ». Tu forces maintenant ton cerveau à fonctionner à un niveau auquel il n'est pas habitué. Ton cerveau est l'arme la plus puissante au monde. Une fois que tu ranges tes téléphones, ordinateurs et tout le reste, c'est génial, on est à jour. Mais ton cerveau est la seule chose que tu as quand tu traverses une dépression, quand tu passes par des moments difficiles, quand tu fais face à la mort, à des vraies galères de la vie. Tu peux pas chercher cette merde sur Google, mec. Tu es seul, tu as peut-être un psy que tu vas voir. Tu as peut-être un meilleur ami à qui tu parles, mais il y a 24 heures dans une journée où tu es seul dans ta tête, et ton cerveau te parle de toutes sortes de façons. Il veut te contrôler et t'attirer dans différents recoins. Si tu ne peux pas contrôler ton propre cerveau et que c'est lui qui te contrôle, tu es foutu. Tu dois dire à ton cerveau où tu veux aller, comment tu veux y aller, et comment tu veux y arriver. Tu dois le contrôler. Sinon, c'est fini. C'est fini. Et tout ça, tu l'as appris grâce à ton propre cerveau. Tu n'as pas cherché cette merde sur Google. Tu n'as pas acheté de livres. Ça n'existait pas. Ce truc n'existait pas. Je ne savais même pas épeler Google à l'époque. Ce truc n'existait pas, mec. Ce qui existait pour moi, c'était... Ok, mec, comment je vais faire pour que ça marche, bordel ? Et tout ce que je connaissais à l'époque, c'était le travail acharné. La seule façon de réussir, c'était de travailler dur. C'est tout ce qu'on me disait à l'époque. Je ne comprends pas comment faire, je n'arrive pas à saisir ce paragraphe. Je ne me souviens pas de ce paragraphe pour réussir le test et entrer dans l'armée. Relis. Je ne comprends toujours pas. Relis encore. Mais si tu ne comprends pas, écris-le. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. D'accord. Eh bien je ne peux pas, je dois écrire absolument tout ce que je fais. Puis le réécrire encore et encore. Et devine ce qui s'est passé ? J'ai compris. Je ne sais pas nager. Je coule. Recommence encore. Je ne sais pas nager. Recommence encore plusieurs fois. J'ai compris. J'ai compris que si je recommence encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne, ton esprit va dire « merde ». D'accord. On trouvera une solution, un moyen, car il ne s'arrêtera pas. Ce n'est pas comme si j'allais essayer encore une fois, non. C'est comme si le réveil sonnait. Bip, on y retourne. Je n'arrive pas à lire correctement. On y retourne. Je ne me suis laissé aucune échappatoire, et mon esprit l'a compris. Ils ont dit « D'accord, on va s'adapter, et surmonter maintenant ». Je parle de la nouvelle norme. Quand j'ai vécu dans un endroit à 7 $ par mois en grandissant, pendant une courte période, j'adorais ça. Je ne connaissais rien d'autre, c'était ma norme. Après avoir quitté cet endroit, nous avons emménagé dans un logement à 236 $ par mois. Je me suis dit, je ne veux plus jamais retourner dans ce trou à rats. Mais si tu retournes dans cet endroit à 7 $ par mois, et que tu réalises que c'est là que je vis, c'est tout ce que j'ai. Ton esprit dit, Roger, c'est chez moi. Donc, quand je suivais l'entraînement des Navy Seals pendant 18 mois, et que je recommençais sans cesse toutes les parties difficiles, je me suis dit après la première fois que je savais que ça allait être un long parcours là-bas. Mon corps était en train de lâcher. C'était comme ça. Je me suis dit, c'est ma nouvelle normalité. Mon esprit l'a accepté, comme aller au travail. Tu vas au travail avec ta cravate. Moi j'entre chaque jour dans la souffrance. Chaque jour, la souffrance, les pieds scotchés, fractures de stress, périostite, être brisé. C'est ma nouvelle normalité.
Et ton esprit te dit, si on n'est pas brisé, ce n'est pas normal. On doit être brisé. Alors l'esprit devient dur et insensible. Les gens demandent comment tu as couru avec les pieds brisés. Tibias brisés. Mon esprit savait que c'est comme ça qu'on fonctionne. Nous sommes à l'entraînement des Navy Seals. C'est ce que nous sommes. Je suis devenu l'enfer. Et c'est devenu ma nouvelle norme. Je ne me suis laissé aucune échappatoire. Il n'y avait rien en dehors de ces murs de l'enfer. Rien. Je suis devenu j'aime Dieu. Mais pendant une courte période, je suis devenu le diable parce que c'était l'enfer. Je suis devenu le patron, propriétaire et président directeur général de l'entraînement des Navy Seals, Air and Land. C'était mon état d'esprit. C'est ainsi qu'on surmonte les épreuves. Tu t'immerges et deviens ce que tu es là où tu te trouves. Tu deviens cela sans te laisser d'échappatoire. Quand tu prends vraiment du recul sur ta vie et que tu es dans cette pièce sombre et que tu regardes d'où tu es parti et tu te dis « Ah mon Dieu, mec, ma mère est comme ça. Mon beau-père étudiant s'est fait assassiner. Mon père me tabassait. Je ne sais ni lire ni écrire pour sauver ma putain d'âme. J'ai menti à tout le monde à ce sujet. J'ai triché à tous ces examens. Mon Dieu, mec. » Et puis tu te fixes un objectif dans ta tête. Comment tu te sentiras quand tu auras atteint cet objectif en venant de là? En venant de l'enfer, putain, d'où tu viens. Beaucoup de gens commencent avec un bon point de départ. Ils ont une bonne base. Et si tu pouvais dépasser tous ces enfoirés? Et si tous ceux qui étaient déjà tout en haut avaient commencé là-haut, alors que toi, tu as commencé sans jambes. Tu as dû te faire pousser des jambes juste pour marcher, ramper, puis courir. Puis tu dépasses ceux à qui tout était offert. J'ai dû utiliser toute cette merde négative qui me rendait faible et horrible en tant que personne. J'ai utilisé cela comme énergie et à inverser la situation en disant « Attends une seconde. C'est peut-être exactement ce dont j'ai besoin. L'obscurité est exactement ce dont j'ai besoin. C'est la façon dont tu regardes ta situation. Et moi je la voyais complètement de travers. Tu dois d'abord l'accepter avant de pouvoir la réparer. » Beaucoup de gens se baladent en disant « Oh mec, ça va, ça va. » Non, ce n'est pas vrai. Tu dois accepter ce que tu n'es pas. Les gens refusent de le faire, pourtant c'est la seule solution. Tu dois d'abord l'accepter avant de pouvoir commencer le voyage. Beaucoup de gens ne commencent même jamais le voyage, mec. Ils ne se rejoignent jamais, car ils mènent une vie factice, prétendant être la personne qu'ils veulent, sans l'être vraiment, car ils n'ont pas réglé ces problèmes. Tu dois d'abord régler ça avant qu'on puisse commencer notre voyage dans la vie. C'est pour ça que je leur fais faire cette liste. Tu règles ces problèmes. Ton voyage peut commencer maintenant, car tu ne t'inquiètes plus du regard des autres. Quand tu te soucies plus du jugement des autres, tu vas rester là où tu es. Il n'y a aucun élan vers l'avant. Chaque problème chez toi doit être central. Tu ne peux pas voir cette énorme liste et penser devoir tout changer. Mon Dieu, c'est fou, non? Tu enlèves le premier point. Je veux être plus intelligent. Pour moi, c'était ça. Il faut que je devienne plus intelligent. J'ai un gros trouble d'apprentissage, mec. Je retiens rien. Je devais maintenant me concentrer sur ce seul truc et ensuite élaborer une stratégie pour ce problème-là. Comment je peux faire ça? Je n'apprendrai pas comme toi. Je n'apprendrai pas comme les autres. Comment je vais m'en sortir? J'ai réfléchi. Où sont mes points forts et mes faiblesses dans l'apprentissage? Très bien, mec. Comment je vais faire ça? Et j'ai trouvé un moyen d'y arriver simplement en élaborant une stratégie. Donc, la façon dont j'apprends encore aujourd'hui, si j'ai un gros manuel à étudier, je dois aller chercher plein de cahiers à spirale au magasin d'Agon. Et chaque page, je dois la recopier, peut-être 10 fois. Donc il y avait un manuel de plongée de 1000 pages que j'ai reçu 18 mois avant d'aller à l'école de plongée. La plupart des gens, je ne suis pas intelligent. Je vais voir si je peux réussir ce test. J'ai réalisé, attends une seconde, je ne suis pas intelligent. Comment puis-je surmonter ça? Comment puis-je franchir cet obstacle? J'ai besoin d'obtenir ce livre 18 mois à l'avance, car il me faudra peut-être tout ce temps pour recopier chaque page plusieurs fois et la mémoriser. Donc quand la question est arrivée, je l'avais déjà écrite tellement de fois, sur papier que je peux me rappeler. D'accord? C'était à la page 71 que je me souviens avoir vu ça, et je peux m'en souvenir comme ça. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Donc, il faut que tu mettes en place une stratégie pour chaque problème que tu rencontres dans la vie. Décompose lentement ce problème.
Ne pense pas à tous tes problèmes, un à la fois. Et avant même que tu t'en rendes compte, tu auras résolu tous ces problèmes. Mais tu ne peux pas te concentrer sur tous en même temps, juste sur une chose à la fois. Un concept imprègne tout ton livre. Et je pense que c'est vraiment l'une des choses les plus importantes que les gens doivent comprendre dans leur propre vie, et certainement pour te comprendre toi. Et c'est la notion de la médiocrité de l'épreuve. Comment as-tu intégré cela dans ta vie? Comment les autres peuvent-ils faire de même? C'est l'une des choses les plus importantes au monde. Beaucoup d'entre nous, la médiocrité est partout en ce moment. Et on essaie toujours de trouver une solution de facilité. Et on se juge nous-mêmes. Disons qu'il y a 10 personnes dans cette pièce et que nous sommes tous médiocres. Mais je suis le meilleur parmi les personnes médiocres. Je pense maintenant que je suis génial. Je suis génial. On s'entoure de personnes qui nous font nous sentir géniaux, qui nous disent ce qu'on veut entendre. Dès l'instant où l'on se met parmi les personnes hors du commun, on n'aime pas ce sentiment face à cette personne qui se lève à 3h30 et dit « Mets tes affaires, on va courir ». On n'aime pas ce défi. On préfère cette personne qui dit « Hé, tu sais quoi mec, je ne me sens pas bien aujourd'hui ». Et ils répondent « Oh, c'est pas grave mon frère ». On prend un jour off, une pizza, on regarde le match, on adore. On adore ce sentiment. Pourquoi? On est bien frère. On ne veut pas ce garde-là. Et non frère. Mets-toi en place, bordel. Arrête de faire ta mauviette. On ne veut pas de ça dans nos vies. On ne veut pas de cette personne qui remet sans cesse en question nos faiblesses. On cherche cette personne qui nous fait toujours sentir bien et en sécurité dans nos faiblesses. Voilà la médiocrité de la vie. On veut être le meilleur parmi les gens moyens. Les gens demandent « Comment restes-tu toujours affamé ?» Car après avoir accompli quelque chose, je ne me repose pas comme beaucoup qui célèbrent leur diplôme ou autre succès. Ils se sentent à l'aise et s'interrogent sur ma faiblesse. Je ne sais pas, j'ai perdu mon tranchant. Que se passe-t-il? Une fois au sommet de cette montagne, tu sais ce qui arrive? Je vais bien. Tu te demandes pourquoi tu redescends. Car après avoir atteint le sommet, il faut en bâtir un autre, bordel. Ça c'est la médiocrité. Il y a beaucoup de gens médiocres qui ont un beau curriculum vitae, mais ce sont des gars qui n'ont réussi qu'une seule fois, mec. Ils ont eu un coup de chance. Ils ont tout explosé, gagné beaucoup d'argent. Mais ça leur suffit. Maintenant, tu es médiocre, mec. Qu'est-ce que tu fous aujourd'hui, demain et le jour d'après? C'est pour ça que j'écoute des théoriciens. J'écoute pas toutes ces conneries. J'écoute un gars qui a été comme ça, mec. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Je suis crevé, mec. Pourquoi t'es crevé? Parce que demain, je dois encore y faire toute cette merde, mec. À chaque fois que cette merde me rendait nauséeux et me donnait mal au ventre, ça me faisait mal. Il n'y a pas de fin. Et c'est cette personne que j'écoute. C'est cette personne qui a acquis du savoir. On acquiert le savoir à travers la souffrance. Et de l'autre côté de la souffrance, il y a un monde que très peu de gens ont jamais vu. C'est un monde magnifique, parce que c'est là que tu te trouves toi-même. Tu ne te trouves pas ici. Tu te trouves de l'autre côté. Comme cette 100 miles à laquelle j'ai participé pendant 24 heures. Je me suis retrouvé de l'autre côté de cette putain de course. Pendant ces 19 heures, j'ai découvert, waouh, qu'il y avait tout un autre putain de monde ici que je n'avais jamais vu. Mais le monde est dans ton esprit. Voilà le problème. La médiocrité est contagieuse. Je suis quelqu'un de très philosophique. Et je vais y aller avec toi rapidement. Je crois en une puissance supérieure. Je ne connais pas son nom, je ne sais pas d'où elle vient, rien de tout ça. Mais je crois que cette puissance, et visualise-moi rapidement. Disons qu'il y a une personne là-haut, homme ou femme, avec un tableau. Et quand tu nais, ils disent David Goggins. Né le 17 février 1975 à 6 heures. Ils notent tout sur le tableau parce qu'ils peuvent tout voir. Ils savent exactement où tu es censé être. Ils savent où tu es censé être. Tu meurs, tu vas soi-disant au paradis. J'y arrive, je fais 140 kilos. J'ai pris ma retraite en tant que gars d'écolab, ce qui est correct. C'est juste un boulot, peu importe. J'arrive là-haut, et Dieu me regarde, puis il me montre mon dossier. Sur mon dossier, il est indiqué que j'étais censé être un Navy Sea, Air and Land. Tu devrais peser 84 kilos et être l'une des personnes les plus intelligentes du monde. Tu vois. Et maintenant, tu es au paradis. Tu as réussi à aller au paradis. Mais tu te dis, mon Dieu, j'étais censé vivre cette vie. J'étais censé vivre cette vie. Et puis tu découvres la raison, parce qu'on pense tous que si on prie, si on fait ceci, si on fait cela, peu importe, si on ne travaille pas,
On se dit que ça va arriver comme par magie pour nous. Non, je crois que quand tout sera fini pour moi, mon seul but est de travailler plus dur que le destin. Peu importe ce que le putain de destin dit sur moi, la puissance toute puissante là-haut, je veux arriver là-haut et qu'il me regarde et dise « je sais tout ». Je n'ai pas vu ça, putain. Je n'ai pas vu ça, putain. Je veux ressentir ça. Je veux arriver à l'autre bout de ce putain de monde. Et peu importe comment on me juge, peu importe qui me juge, qu'il me regarde et dise « je ne savais pas, putain ». Je t'avais à 185, je t'avais à ça. Mais tout ce bordel, je l'écrivais pendant que tu le vivais. Je veux en trouver plus. Tout ce que je peux. Et dans ce putain de sac à merde, tu dois plonger là-dedans pour en trouver plus. Parce que si tu n'es pas prêt à y aller et à te confronter à toi-même, tu ne trouveras rien. Tu peux vivre juste ici en surface, mec, juste ici en surface. Donc s'il y a une fin à ce monde, et qu'il y a un endroit où aller, et qu'il y a un jugement, tu vas y arriver, et tu pourrais voir un tableau. Et ce tableau pourrait te dire qui tu aurais vraiment dû être. Désormais, tu as toute ta vie pour y réfléchir. Mec, j'aurais pu avoir une bien meilleure vie si j'avais juste accepté de souffrir un peu plus. Si j'étais allé dans cette merde, j'aurais compris que j'avais bien plus en moi. Mais la peur, les 40%, et vivre ici au lieu de vivre là, avoir peur, m'ont arrêté.